Bonjour à tous, Roland Garros c'est fini et je vais essayer de débriefer tout cela. J'ai eu l'opportunité notamment cette année d'être sur place plusieurs jours pour voir des matchs et échanger avec des joueurs et entraîneurs. Et l'une des choses vraiment sympas à Roland, c'est la facilité de croiser les athlètes, les arbitres, des coachs et même des personnalités de la télé qui n'ont rien à voir avec le tennis dans les allées. J'ai pu notamment voir Alizé Cornet, Gilles Simon, Carlos Bernardes, l'arbitre, qui même en dehors des cours, il a son sourire vraiment légendaire. Autre chose intéressante à Roland, c'est ce qu'on ne voit pas du tout à la télé, comme l'organisation autour des jeunes ramasseurs de balles. C'est vachement impressionnant. Ils ont même des superviseurs qui vérifient que les rotations vraiment soient bien huilées entre eux, quoi. Mais revenons au match maintenant. Voir des matchs en vrai change pas mal la perception notamment de vitesse de déplacement des joueurs et ou la vitesse de frappe de balle par rapport à la télévision. J'ai été bluffé par la vitesse de jeu de jambes de Casper Ruud et Alex de Minaur par exemple, ou encore la puissance des pralines qu'envoient Aryna Sabalenka et Elena Rybakina. Dans les matchs de grande qualité qui m'ont marqué durant cette quinzaine, on va commencer par un Zverev-Nadal au premier tour. J'ai l'impression que c'était il y a 3 mois, mais c'était il y a 2 semaines. Même si ça a fini en 3-7 pour l'Allemand, c'était un très bon match de tennis. C'est le meilleur match de Nadal de l'année, ce qui est encourageant pour l'Espagnol car ses premiers matchs à Barcelone notamment étaient très compliqués, notamment sur le plan physique. Il y a vraiment eu en 2 mois une belle progression. Il a fallu un grand Zverev pour s'imposer. Même dans le second set, j'ai cru au retour de Rafa. Il y a un set partout avec ce public acquis à sa cause, ça aurait pu faire vraiment douter l'Allemand. En tout cas, pour la suite de la saison, si j'étais dans le clan de Nadal, je lui conseillerais fortement de zapper la saison sur gazon et de se focaliser uniquement sur les JO. Plusieurs raisons à cela. Déjà, là, si tu fais Wimbledon, tu enchaînes terre battue, gazon, terre battue, puis dur avec la tournée américaine. C'est dur physiquement, surtout vu l'historique de blessures de Nadal et son âge. Je serai Rafa, je continuerai des blocs d'entraînement sur terre jusqu'aux Jeux, qui seront également sur terre. Vu sa progression ces 2 derniers mois, tu lui donnes encore 2 mois, et bon courage à tout le monde pour le jouer au JO sur les cours de Roland. De plus, le format des JO l'arrange, car c'est en 2 sets gagnants, pas 3 sets gagnants, donc son léger manque de foncier sur le plan physique actuellement n'aura que très peu d'impact finalement au JO. Autre match qui m'a fait rêver, chez les femmes, Osaka Swiatek qui était au second tour. La japonaise a eu une balle de match contre la meilleure joueuse du monde. Et sur terre, là où Swiatek est injouable, elle a mis à un moment un 6-1 3-0 à la polonaise sur le central de Roland. Osaka envoyait des missiles dans tous les sens et ça rentrait. Son niveau de jeu vraiment était le même que lorsque c'était elle qui était la numéro 1 mondiale. De très bon augure pour la suite de la saison. Côté Iga, elle a par la suite écrasé tout le monde dans le tournoi en mettant des 6-0 un peu dans tous les sens. C'est là qu'on voit que ça se joue vraiment à rien quand même le tennis des fois. Au second tour, elle a un point de se faire éliminer et derrière, elle gagne le tournoi finalement très très facilement. Durant cette quinzaine parisienne, j'ai pu aussi voir l'ampleur que prenait le tennis fauteuil, ce qui est une superbe chose pour le sport de manière générale. Plus de joueurs inscrits dans le tableau, plus de gains financiers, un peu plus de médiatisation, même s'il y a encore beaucoup à faire de ce côté. Le tennis fauteuil se développe aussi chez les jeunes. C'était la première fois que Roland Garros organisait le tournoi pour les jeunes en fauteuil roulant et on a assisté à la victoire d'une Française, Xenia Chasteau. Chez les valides, mais toujours chez les jeunes, j'ai pu assister à peut-être la relève de demain. 3 joueurs m'ont vraiment impressionné. Un Suisse, Henry Burnett, un Américain, Kaylen Bigun, qui est un gaucher, qui a vraiment une qualité de frappe incroyable et qui a gagné d'ailleurs le tournoi chez les jeunes, son premier grand chelem chez les jeunes. Et la Tchèque chez les femmes, Teresa Valentova, qui aussi m'a beaucoup impressionné en simple et en double. Je reviens chez les pros maintenant avec Novak Djokovic qui m'a également fait vibrer. Son speech d'après-match à 3h15 du matin contre Musetti où il dit en français « Il y a des enfants encore debout ? Tu dois dormir mon ami, qu'est-ce que tu fais encore ici ?» C'était vraiment un super moment très marrant. Malheureusement, le Serbe s'est blessé au genou et il a fait forfait en quart de finale et il s'est fait opérer dans la foulée. Il va louper Wimbledon et ce sera très très juste en termes de timing pour les Jeux Olympiques. D'ailleurs, pour moi, les JO, c'est le dernier objectif de sa carrière, c'est le dernier tournoi et le seul tournoi qu'il n'a pas gagné. Et s'il y va pas ou il n'est pas à 100% pour y aller, je serais pas surpris que ce soit la dernière année sur le circuit pour Novak Djokovic. Direction l'Italie maintenant avec Yannick Sinner, qui est le nouveau numéro 1 mondial de tennis. Comme j'avais annoncé dans certains podcasts précédents, que ça allait arriver d'ailleurs sûrement à Roland Garros, sa progression depuis 8 mois maintenant, elle est folle. Contre Alcaraz en demi-finale, où il perd en 5-7 après plus de 4 heures de match, son physique l'a lâché, et c'est totalement normal. Il était blessé à la hanche en amont du tournoi, et s'est très très peu entraîné physiquement les 3 semaines avant Roland. Ça pardonne pas à ce niveau-là, si te manque du foncier pour jouer sur la durée. Néanmoins, c'est un très beau numéro 1 mondial, très mérité, premier de l'histoire d'ailleurs de l'Italie.
Au-delà d'ailleurs de Yannick Sinner, il y a plein de petits joueurs italiens qui sont très très forts là, de moins de 25 ans, comme Arnaldi et Musetti. Vraiment de beaux joueurs italiens qui jouent en ce moment. Dans les choses que j'ai un peu moins appréciées durant la quinzaine parisienne, on va commencer par la pluie. Bon là, on peut rien y faire pour le coup, c'est comme ça. Mais la première semaine, vraiment, la pluie, c'était l'enfer. Je me dis que les gens qui avaient des tickets à 25 € pour voir des matchs sur les terrains annexes, ils sont cuits. Car il n'y a pas de toit sur les terrains annexes. Tu vois 0 match de la journée et pas sûr que t'es remboursé d'ailleurs. Mais dans ce point négatif, il y a quand même un peu de positif, même beaucoup de positif même, je dirais, car respect vraiment à ceux qui travaillent sous la pluie, aux différents check-in dans les allées du stade. On ne le voit pas à la télé, mais il y a des employés un peu partout dans l'enceinte de Roland pour t'aiguiller, aller à droite, à gauche. Quand il pleut, ils sont sous la flotte, ils sont pas trop abrités, et je les voyais vraiment toujours souriants toute la journée malgré tout. L'autre dossier particulier qui me questionne un peu sur ce Roland-Garros, c'est de comprendre comment fonctionne la diffusion d'Amazon Prime vis-à-vis de France Télévisions. Car de l'extérieur, j'ai pas mal l'impression qu'ils se sont fait avoir sur cette quinzaine Amazon. Amazon est censé avoir l'affiche ou l'une des affiches de la journée en session de nuit. Par exemple, Osaka Jantek, plus belle affiche féminine de la quinzaine, tu le montres pas en soirée. À la place, tu mets un match beaucoup moins sexy le soir. Autre exemple, tu préfères passer 2 fois Gaël Monfils en soirée sur Amazon Prime, alors que dans la même journée, tu as Sabalenka, Rybakina, Casper Ruud, Rune, Medvedev qui jouent. Je suis pas sûr que ce soit Prime qui ait pris cette décision-là pour la soirée. Puis, pareil, tu as aucune demi-finale garçon, ni fille, puis aucune finale garçon, ni fille en session de nuit. J'ajoute aussi le Zverev Nadal du premier tour, qui n'est pas en prime time en session de nuit. Bref, quand tu payes la somme colossale qu'Amazon Prime a payée pour avoir des matchs en session de nuit, je trouve qu'ils se sont bien fait douiller sur la programmation. Ce qui m'amène un peu à la question, qui prend les décisions de diffuser quoi ? Est-ce que c'est France Télévisions ou la direction de Roland Garros, ou un peu des deux ? Et qu'est-ce qui est écrit dans le contrat entre Roland Garros et Amazon Prime ? Je ne peux pas croire que ça ne va pas gueuler en coulisses côté Prime sur la diffusion des matchs après ce tournoi, vraiment. Voilà, c'était mon bilan, mon débriefing de Roland Garros. On en arrive au terme de ce tournoi que j'ai globalement apprécié. On va se retrouver nous à la fin du mois avec la preview en long, en large et en travers de Wimbledon qui va arriver finalement très très rapidement, le tournoi sur gazon à Londres. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Beyond the Tiebreak et me suivre sur X. À très bientôt. Ciao.